Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Une autre catégorie sociale évolue au sein de la cité aux côtés de l'élite, c'est celle des artisans. Ils travaillent principalement dans le village où ils ont grandi, même si parfois ils s'installent au cœur du centre urbain où la vie des nobles, où ils vont côtoyer la vie des nobles et des guerriers. Mais malgré leur implication dans une activité, on va dire précise, beaucoup d'entre eux s'activent dans leur champ. Ils disposent comme tous de leurs 1000 pas, donc leur jardin. Mais quand ils dirigent des ateliers, ils disposent d'aides, d'apprentis. Leurs ouvriers peuvent être des membres de leur famille ou des adolescents, des serviteurs ou des esclaves. Ils peuvent pratiquer une petite agriculture d'appoint, mais leur vie tourne surtout autour de l'activité principale à laquelle ils se consacrent. Les archéologues ont mis en lumière de petites constructions religieuses qui pourraient avoir servi de logement ou de lieu de travail à des prêtres de rang inférieur, comme les rebouteux ou les sorciers. Vous savez ce que c'est que les rebouteux dans les campagnes. Ces derniers exercent leurs activités au sein de la communauté, contrairement aux prêtres de rang supérieur qui, eux, se consacrent au culte des divinités dans les temples. Entre la famille régnante et le peuple s'insère alors une noblesse de statut moins important, chargée du prélèvement du tribut ou de l'exécution des ordres du souverain. Alors, ils sont installés non pas dans la ville, mais au village. Ces membres ont la charge de la gestion du village, du contrôle des activités agricoles et du bon déroulement de la vie quotidienne des paysans. En temps de guerre, les nobles et les guerriers seuls ne suffiraient pas à constituer une grande armée. Alors les paysans et les artisans abandonnent provisoirement leurs outils de travail pour prendre les armes. Et si certains d'entre eux se découvrent quelques talents pour le métier de la guerre, alors ils peuvent choisir de délaisser leur champ pour entreprendre une carrière militaire. Les marchands et les artisans résident en ville. Ils exercent une activité spécialisée tout en exploitant leurs terres et leurs jardins qui entourent leur maison. La ville, c'est aussi le lieu où résident les marchands, les artisans. Les commerçants voyagent beaucoup et loin pour satisfaire les besoins de l'élite. Leurs déplacements à pied ou plus rarement en barque les entraînent parfois à des centaines de kilomètres. Ils sont donc obligés de s'absenter durant des semaines, voire des mois. Ce sont leurs serviteurs ou les membres de leur famille qui s'occupent alors de l'entretien de leurs champs. Les marchands forment un groupe social particulier qui se consacre presque exclusivement au commerce. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne rapportent qu'un faible volume de marchandises. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'ils sont à pied, sans cheval, sans chariot. Donc, ils ne peuvent pas porter d'énormes denrées. C'est très réduit. Ils sont peu nombreux. Ils comptent beaucoup sur l'entraide et sur le renfort de porteurs. Un marchand ne pourrait pas s'aventurer seul dans ces fameuses forêts innombrables, inexpugnables et inquiétantes où abondent les bêtes sauvages et les brigands. Ce sont donc des caravanes de marchands et de porteurs qui sillonnent les basses terres. Le transport des denrées précieuses ne nécessite pas un personnel nombreux, notamment pour l'obsidienne verte du Mexique, extraite en petites quantités. Cependant, il est quand même plus prudent de s'octroyer les services de gardien pour protéger ces marchandises, des marchandises de grand prix. Il n'en va pas de même pour les objets pesants et encombrants. On s'interroge encore sur le statut à donner à ces commerçants qui consacrent leur vie aux échanges à longue distance pour rapporter aux nobles et à la famille dirigeante les objets précieux et exotiques dont ils sont friands. Certains mayanistes, c'est-à-dire des spécialistes des Mayas, suggèrent l'existence de corporations de marchands pour que ces voyageurs professionnels puissent appuyer leurs doléances et faire prévaloir leurs droits face aux classes dirigeantes. Mais une telle organisation semble complètement inutile parce qu'une partie de ces commerçants appartient à des familles de grande noblesse. En plus, les liens étroits qu'ils entretiennent avec l'élite leur garantissent la protection et la bienveillance des classes dirigeantes. En revanche, les marchands des diverses cités se rencontrent, voyagent ensemble, échangent des objets ou des idées, se connaissent et s'entraident. Donc on ne peut pas parler véritablement de guildes, comme on pourrait connaître chez nous au Moyen-Âge, mais il est évident que ces hommes tissent des liens qui échappent du moins partiellement aux intrigues politiques. Le statut des artisans reste lui aussi difficile à définir. L'artisanat regroupe une large gamme d'activités, depuis la taille de la pierre jusqu'au décor qui orne les délicats vases codex. On y trouve des individus exerçant des fonctions diverses. On a des potiers, des maçons, des tailleurs de pierre, des artisans du bois, des bijoutiers, etc., etc. Ils sont généralement peu nombreux, sauf dans le cas des cités spécialisées comme Cala. Contrairement à ce que l'on peut penser,
La pratique d'activités manuelles est loin d'être dévalorisante. Les dieux mayas eux-mêmes ne dédaignent pas y consacrer une partie de leur journée, comme Ixchel. La fabrication de bijoux, la peinture sur céramique ou sur papier, ainsi que la fabrication et l'ornementation de riches tissus pour les femmes entrent dans le cadre de pratiques habituelles. Les serviteurs et les esclaves des membres de l'élite participent activement à la fabrication des costumes ou des coiffures. Pourtant, ça n'interdit pas aux nobles de s'adonner à des activités manuelles, contribuant ainsi au prestige évidemment de la cité. L'artisanat de luxe n'est évidemment pas à la portée de tous, sinon ce ne serait pas du luxe. Il nécessite quand même un savoir-faire et une habileté que seul détient le spécialiste. Donc il doit à la fois maîtriser les techniques de son art et celles du dessin et des formules officielles ou religieuses, ainsi que leur signification symbolique. Par exemple, l'artisan chargé de la réalisation d'un codex doit connaître toutes les techniques de fabrication du papier, les colorants et les enduits qui lui permettront de peindre sur un support aussi fragile, mais également comprendre les scènes qu'il va peindre et ne pas se tromper dans les glyphes. Seuls les lettrés maîtrisent l'ensemble de ces techniques. En plus, le caractère sacré des inscriptions et des scènes, représentés sur les vases, les livres, les fresques et les linteaux, suppose que les artisans appartiennent à l'élite, peut-être même au monde des prêtres. La différence entre guerriers et prêtres est subtile finalement, parce que, au combat, les hommes de religion jouent un rôle essentiel. D'ailleurs, le roi est le premier d'entre eux, et les captifs sont destinés à perpétuer par les sacrifices la gloire de la cité. Le dernier épisode, ce sera pour une prochaine fois. Là, je rentrerai sur la religion, la mort, etc. Vous verrez. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.